Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les Nigériens de la diaspora étaient aux urnes ce 18 juin 2023 pour désigner leurs 5 représentants à l'Assemblée nationale. En Belgique, ce sont un peu plus de 500 inscrits qui ont voté dans 3 bureaux de vote, comme nous l'explique professeur Kabiru Oumarou, joint au téléphone par la rédaction Labari. On l'écoute, il est le président du bureau de vote numéro 4 de Liège. Normalement, nous avons simplement quelques soucis d'ordre d'interprétation des textes et régulièrement nous faisons appel à la CENI locale, donc à la présidente de la CENI locale qui nous donne des informations et on continue le vote. Alors, est-ce que les Nigériens de Belgique se mobilisent pour ces élections-là? Si on sent un engouement? L'engouement est là pour ceux qui se sont enrôlés. Il faut se dire que les élections de plus en plus en Europe ne suscitent pas, en tout cas, beaucoup d'engouement. Et il faut se dire que on parle ici en Belgique de plus de 10 000 Nigériens qui sont en Belgique, hommes-femmes, mais malheureusement quand on voit au niveau de la liste électorale, nous avons pu enrôler seulement 595 Nigériens, dont 239 femmes et 356 hommes. Et actuellement, le bureau de vote que je dirige, c'est seulement 89 personnes qui sont inscrites. Et nous sommes loin des chiffres qu'on a l'habitude de voir au Nigeria, notamment où il y a plus de 35 416 Nigériens qui se sont enrôlés et où il y a 93 bureaux de vote. C'est impressionnant. Et nous ne comprenons pas en tout cas cette situation. Et quelque part, nous disons qu'il faut que la CENI ou les autorités nigériennes se posent la question sur cet état de fait. Pourquoi les Nigériens ne veulent pas venir s'enrôler, surtout ceux de l'Europe où le vote est obligatoire, et particulièrement ici en Belgique, le vote est obligatoire. Tout le monde a l'ordre de pays de voter, à l'âge de voter, est appelé à voter obligatoirement. Et il y a un système politique qui est là depuis 2 siècles, qui est rodé, une démocratie qui est exemplaire plus ou moins, si on peut le dire, par rapport, comparé à notre démocratie en Afrique. Et alors, on se pose la question d'où vient le problème que les Nigériens se ruent pour s'inscrire ou aller voter au niveau du pays d'accueil, mais pas pour le vote pour le Niger, pour leur pays. 500 et quelques inscrits, et on dénombre combien de bureaux de vote au niveau de la Belgique? En Belgique, nous avons 3 bureaux de vote. Un bureau de vote à Bruxelles, au sein même de l'ambassade du Niger à Bruxelles, et un bureau de vote ici à Liège. Et à votre niveau, Liège, tout se déroule normalement? Tout se déroule normalement. Les autorités policières sont venues faire un tour et ils ont constaté que tout se déroule normalement. Et je pense qu'ils font des allers-retours pour observer et ils vont nous accompagner jusqu'au déploiement qui est prévu à 19h59 normalement. Vous avez les échos au niveau de la France, comment cela se passe? Je n'ai pas, du moment où je suis occupé à organiser, à diriger le bureau de vote ici, je n'ai vraiment pas des informations en ce qui concerne la France. Mais ce que je sais au niveau de la France, ils ont 10 bureaux de vote et 1308 personnes inscrites, dont 521 femmes et 787 hommes. C'est là aussi, c'est le même problème. Le constat est presque le même. Et il y a plus de 10 000 Nigériens qui sont installés en France, mais voilà, il n'y a que 1 millier de personnes qui sont venues s'enrôler. Et c'est dommage de constater ce genre de situation. Merci bien, monsieur Kabila. Les Maliens étaient également aux urnes ce dimanche 18 juin pour se prononcer sur le projet de la nouvelle constitution
soumises à leur appréciation par les autorités de la transition. Ce projet de constitution a été élaboré conformément à la nouvelle vision des autorités de transition maliennes pour refonder le Mali. Les ressortissants maliens vivant au Niger ont participé activement à ces élections en s'y rendant dans les bureaux de vote ici à Niamey. Le reportage est signé Ismaël Moumouni. Les ressortissants maliens vivant au Niger ont participé activement au référendum. Ces Maliens ont pris d'assaut les différents bureaux de vote à Niamey afin d'effectuer leurs droits et devoirs citoyens. Je suis venu pour le référendum pour la création de la 4e République du Mali. C'est pour l'indépendance de la République du Mali, pour que le peuple malien soit indépendant. Mon attente est que les 3 principes sacrés saints édictés par son excellent le colonel Assimi Goïta soient respectés. Je suis là depuis 7 heures. J'ai jugé utile de voter parce que je veux mon pays. Je veux que le Mali soit bien pour nous tous. Et les 5 colonels nous ont sauvés notre pays. Les élections du référendum se passent bien dans le bureau de vote, comme en atteste ce président. Vraiment, les élections se déroulent dans une bonne atmosphère. Ici, les jeunes viennent massivement, surtout dans mon bureau. Je peux dire vraiment que jusque-là, quand même, on n'a pas été vidé. Il y a tellement de monde qu'on est même un peu débordé. Moi, quand même, j'étais là depuis 7 heures. On a commencé les élections à 8 heures. Et ça se termine à 18h, Inch'Allah. Les diplomates maliens vivant au Niger saluent l'engagement de ses compatriotes. Il faut saluer les efforts fournis. Depuis 6 heures, les gens sont à pied pour accomplir cette noble mission. Parce que c'est une mission pour eux. Et voter une loi fondamentale, c'est quand même un truc qui n'est pas donné à tout le monde, quoi. Ils ont vécu une loi fondamentale qui va avoir le jour, écrite par les Maliens eux-mêmes, sans experts étrangers, et avec un consensus qu'on ne peut pas définir. L'État nigérien a mis à la disposition du Mali la sécurité, l'école Balafon et nouveau carré pour le scrutin référendaire à Niamey. Le journaliste écrivain Sidi Gabay, spécialiste des questions sécuritaires au Sahel, s'est prononcé sur les enjeux de ce scrutin pour le peuple malien. On l'écoute. Les conditions dans lesquelles la nouvelle constitution a été rédigée, ces conditions elles-mêmes amènent à s'interroger, puisqu'il n'y a pas eu de consensus sur la composition du comité de 5 personnes. Les militaires ont mis en place un comité qui a rédigé presque en catimini cette constitution. Ensuite, dans le climat de terreur qui aujourd'hui s'est abattu sur le Mali, il n'y a pas eu de débat référendaire, soit pour le oui ou pour même le non. Du coup, les gens vont aller à cette élection sans avoir eu véritablement connaissance de ce que contient la Constitution, ensuite sans avoir pu opposer leurs arguments. Ce qui se fait habituellement dans un cas comme celui-là, c'est qu'on puisse donner l'opportunité à ceux qui sont pour de développer leurs arguments, à ceux qui sont contre de développer leurs arguments. Donc, à côté de cette absence de popularisation du texte, de ce climat de terreur, il y a aussi incontestablement le climat d'insécurité que connaît le pays et qui ne favorise pas un déroulement dans la sérénité de cette consultation référendaire. C'est clair qu'il y aura un déficit évident de légitimité de ce référendum parce que en amont, il n'y a pas eu de consensus sur le contenu du texte. Au moment des opérations électorales aussi, une grande partie du pays n'aura pas voté parce que simplement les militaires ne se sont pas souciés justement d'avoir cette onction démocratique de mobiliser le grand nombre d'électeurs maliens, puisque comme vous savez, en ce qui concerne le nord du pays, les dispositions qui sont prévues dans l'accord d'Alger, qui auraient dû être intégrées dans la Constitution, ne l'ont pas été, par la seule volonté du régime en place à Bamako, qui n'a pas voulu mettre un certain nombre de dispositions, notamment la question de l'élection au suffrage universel des assemblées régionales
qui elles-mêmes doivent désigner les exécutifs régionaux. Cette disposition de l'accord d'Alger n'a pas été mise dans la Constitution et du coup, les groupes armés signataires des accords d'Alger qui contrôlent le nord du pays ne se sont pas sentis intéressés d'organiser ce référendum et globalement aujourd'hui, il y aura, quel que soit le taux de participation qui aura été annoncé à Bamako, il y aura un déficit de légitimité parce qu'une bonne partie de l'électorat malien n'aura pas été associé au déroulement de ce scrutin, à l'adoption de cette constitution. Pour une raison simple, j'entends les arguments de ceux qui reprochent à la junte d'organiser, d'avoir pris cette initiative. Par le passé, on a vu en Afrique des régimes issus de coups d'État assurer une transition, organiser des référendums constitutionnels, mais en prenant le soin d'associer une large partie de la classe politique, de la société civile, de façon à garantir la pérennité du texte. Aujourd'hui, il est à craindre que demain, s'il y a une élection, que ceux qui n'auront pas été associés à ce processus, s'ils arrivent au pouvoir, décident de refaire une nouvelle constitution. C'est ça un des enjeux du consensus qui aurait été nécessaire pour que l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de la société civile puisse être associé au texte et de façon à lui garantir une certaine pérennité. Beaucoup de gens ne se sentiront pas concernés par cette constitution et du coup, si jamais ceux qui ne se sont pas sentis concernés par cette constitution arrivent aux affaires, ils peuvent estimer légitimement que ce texte-là doit être remis alors que on sait qu'une loi fondamentale ne se fait pas pour 2 ou 3 ans, pour 4 ou 5 ans. Elle doit s'inscrire dans la durée et cette démarche, malheureusement, n'a pas été retenue et il est à craindre que cette constitution ne soit pas le point de départ vraiment de renouveau de la démocratie au Mali. Demain, lundi 19 juin 2023, les épreuves écrites du baccalauréat session 2023 vont débuter sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo, PhD, a livré un message dans lequel il rassure les candidats et tous les acteurs que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces examens. Je vous propose de suivre le message du ministre Mamoudou Djibo, PhD. Notre pays retrouve ainsi avec une grande satisfaction la possibilité d'organiser le baccalauréat de la tranche de temps définie par la directive numéro 02/2007 Conseil des ministres UEMOA portant instauration d'une période unique de tenue du baccalauréat dans les États membres de l'Union. Cette année 2023, 92 956 candidats, toutes séries et spécialités confondues, parmi lesquelles on compte 37 837 filles, représentant 40,70% de l'effectif global, vont se lancer à la conquête du premier diplôme de l'enseignement supérieur. On note une progression de 7,05% de l'effectif des candidats par rapport à 2022. Le nombre de centres d'examen est passé, quant à lui, de 202 en 2022 à 213 en 2023, soit une progression de 11 nouveaux bureaux. Aujourd'hui, tous les jurys sont en place et prêts pour le déroulement de cet événement important de la vie nationale. C'est le lieu de remercier, au nom du gouvernement, l'ensemble des acteurs de l'école nigérienne qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre d'atteindre cet objectif. Par ailleurs, je tiens à rappeler avec insistance que les autorités nigériennes, au premier rang desquelles son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et M. Oumoud Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, sont fermement attachés à l'organisation d'examens propres dans notre pays. C'est dire, mesdames et messieurs, que la lutte contre la fraude doit être pour nous tous un véritable combat, un véritable leitmotiv. Je salue ici les énormes efforts et l'accompagnement constant de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ALSIA, des forces de défense et de sécurité dans notre combat commun pour combattre le phénomène de la corruption, en particulier concernant le baccalauréat.
C'est du reste. La crédibilité du baccalauréat nigérien et de la qualité de notre enseignement supérieur que dépend le développement de notre pays. L'importance de l'enjeu fait donc que tout sera mis en œuvre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche séjourne à Zender depuis le 16 juin dernier. Une mission de travail pour constater de visu les activités à l'université André Salifou de Zender. Hier, samedi 17 juin 2023, le ministre a effectué plusieurs visites sur le site de l'université André Salifou. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa. Arrivé à Zender, la capitale du Damagaram, le vendredi 16 juin 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mahmoud Joubopi Echidi, était sur le terrain ce samedi 17 juin 2023, accompagné par le gouverneur de la région de Zender, Loli Ahmad Madougou, les autorités municipales, les autorités rectorales de l'université André Salifou, le directeur du CRU, le ministre Mahmoud Joubopi Echidi et les membres de sa délégation, à savoir le secrétaire général adjoint du ministère, le directeur général des enseignements, l'inspecteur général des services, le directeur des infrastructures et le conseiller technique ont successivement visité la salle de visioconférence, le parking du CRU, la cuisine, le magasin, l'infirmerie, la salle à manger, l'extension amphithéâtre à Bazoum, le chantier des salles de cours, le chantier de blocs administratifs, la tente marocaine d'une capacité de 1000 places, la nouvelle cité du centre régional des œuvres universitaires au CRU et le nouveau site de l'université d'une superficie de 100 hectares. Au terme de toutes ces visites guidées, le ministre Mahmoud Joubopi Echidi fait le point de ce qu'il a constaté. L'université de Zender est en train de changer, elle est en totale mutation, avec les effectifs qui augmentent considérablement. Il y a urgence en attendant d'accueillir les nouvelles infrastructures du programme du président de la République. Il y a un effort qui est fait localement pour agrandir les salles, pour réhabiliter les anciennes infrastructures et surtout pour moderniser les infrastructures. J'ai constaté également beaucoup d'insuffisances, notamment au niveau du centre régional des œuvres universitaires, où les installations sont absolument vétustes, elles sont de notre siècle. Les gens qui travaillent à la cuisine travaillent dans des conditions exécrables. La conservation des vivres est dramatique. Le magasin n'en est pas un, il coule de partout, les vivres sont menacés. Et les conditions de restauration ne sont pas ceux qu'il faut attendre des restaurants universitaires du XXIe siècle. Comme je suis avec le directeur des infrastructures et des équipements universitaires, il a pris bonne note et avec l'appui du gouverneur de la région, des dispositions seront prises dans l'urgence pour parer au plus pressé. L'université de Zender a besoin d'être accompagnée sérieusement. Le CRU a besoin d'être complètement redimensionné. Il faut absolument des moyens importants pour mettre les étudiants dans les conditions minimales de travail. J'ai profité pour saluer les acteurs, pour ceux que j'ai vus. J'ai été toujours impressionné par les réalisations du directeur de l'université d'Ottawa. J'ai constaté que même si Zender n'est pas encore à la hauteur d'Ottawa, l'université de Zender bouge et c'est important. Pour le recteur de l'université André Salifou de Zender, c'est une bonne chose que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche visite l'université et ces remarques seront prises en compte pour améliorer ce qui est en train d'être fait, mais aussi ce qui a été fait. Il est vrai que le ministre a visité un certain nombre d'infrastructures au niveau de notre institution, qui, il faut le dire, que depuis quelques temps, en tout cas, on peut dire que l'université André Salifou est en chantier. Il y a beaucoup de chantiers qui ont été initiés, donc c'est ça que le ministre a visité. Donc ça, il faut dire que vraiment, avec le concours de l'État, notre institution est en train de grandir, ce qui explique ces chantiers qui sont en train de pousser ça et là. Bien,
Donc il a dit en toute franchise, il faut s'en féliciter. Et que s'il y a des travaux qui ont été mal faits, de vraiment corriger. Après ces visites, ce samedi, le ministre et sa délégation vont rencontrer les responsables de l'université André Salifou de Zander, le personnel administratif et technique PAT et les syndicats. Une rencontre qui va permettre au ministre et sa délégation d'évaluer le niveau réel d'exécution des programmes, les besoins en infrastructure et en enseignants. Parlons du Hajj à présent. Hambali Voyage a animé ce matin un point de presse pour annoncer à l'opinion publique le convoyage de l'ensemble de ces pèlerins inscrits à son niveau en Terre Sainte. La direction générale de Hambali Voyage se réjouit du bon déroulement et de la parfaite organisation du Hajj 2023. Le résumé. À la date d'aujourd'hui, tous les pèlerins de l'agence Hambali Voyage se trouvent présentement dans les deux saintes villes, Médine et la Mecque en Arabie Saoudite. L'agence Hambali Voyage s'est réjouie du bon déroulement et de la parfaite organisation du Hajj édition 2023, conformément aux instructions du président de la République, chef de l'État. Les pèlerins effectuent convenablement les rites dans les meilleures conditions. C'est ce qui ressort du point de presse animé ce 18 juin 2023 par la direction générale de l'agence. Ce qu'il faut dire, c'est que la totalité de nos pèlerins sont actuellement entre la Mecque et Médine. Donc nous sommes dans la phase opérationnelle du Hajj. Nous équipons d'un cadreur, notre staff administratif, notre staff technique, une grande partie sont entre la Mecque et Médine avec nos pèlerins. L'agence Hambali Voyage remercie le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, pour son implication personnelle dans la réussite du Hajj. Cette année, les autorités se sont très bien impliquées. Nous les félicitons parce que vous savez, c'est la première fois que dans le cadre du transport des pèlerins, nous nous sommes retrouvés avec 3 avionneurs, 3 compagnies différentes pour transporter les pèlerins. Et ça a beaucoup impacté, en tout cas, le transport positivement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se réjouit du fait que, en tout cas, de notre part, pour notre en tout cas, agence, nous réjouissons du fait que nous avons pu faire partir dans le délai, en tout cas, tous nos pèlerins. Alors, nous disons chapeau aux autorités pour avoir multiplié le nombre d'avionneurs, pour avoir planifié le départ des pèlerins à temps et pour avoir pris toutes les dispositions au niveau de la Mecque. Avec ses encadreurs expérimentés, l'agence, comme à l'accoutumée, s'active à la parfaite organisation du Hajj. Totalisant une dizaine d'expériences dans l'organisation du Hajj et de la Umrah, l'agence Hambali Voyage a fait de la formation, de l'encadrement et du suivi ses priorités pour la réussite de ce 5e pilier de l'islam. Hajj Mabrour à tous nos pèlerins. Les locaux de 2M Invest SA ont reçu la visite de la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat de jeunes le vendredi matin. S'inquiéter des conditions de travail des entreprises nigériennes est l'objectif assigné à cette visite ministérielle. Le résumé avec Adam Ousmane. La salle de réunion du Centre de promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes de Mata et Matassa Investing SA reçoit ainsi la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes qu'accompagne une forte délégation de membres du réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. D'amples explications ont été fournies à cette délégation ministérielle par la première responsable de 2M Invest, la dynamique Reki Jarmakoy, et des femmes entrepreneurs qui reçoivent les conseils, la formation et l'accompagnement de Mata et Matassa Investing SA. La ministre n'a pas caché sa joie d'apprendre davantage sur le rôle que joue 2M Invest dans l'émergence de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Niger. Prendre attache avec les différentes structures membres de l'ESAEL, je les reçois dans mon bureau de temps en temps, mais
l'idée c'est vraiment d'être sur le terrain, de les visiter chacune et de voir dans quel domaine ils interviennent, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'on peut les accompagner, comment est-ce que nous pouvons mieux renforcer notre collaboration et pour bien sûr un résultat commun qui est accompagné le plus de jeunes et de femmes possible dans l'entrepreneuriat. J'ai été impressionnée par ce que j'ai vu aujourd'hui, partout dans les différents domaines dans lesquels vous intervenez. Et je ne peux que me féliciter. Mais je ne suis pas du tout étonnée, connaissant la personnalité que vous êtes. Je sais que vous êtes capable de faire beaucoup plus que ça. Et nous sommes là, encore une fois, pour vous accompagner, pour travailler avec vous. Je vois que c'est ce que nous disons toujours aux partenaires et bailleurs, qu'il faut qu'ils aient des relais. Et vous faites partie de ces relais sur lesquels ils peuvent compter. Vraiment continuer votre travail que vous faites sur le terrain. Félicitons encore une fois. En marge de cette visite ministérielle, la directrice générale de 2M Invest a bien voulu présenter sa structure tout en se réjouissant d'accueillir cette délégation. Pour nous, ça a été vraiment un grand plaisir d'accueillir Madame la ministre, d'échanger avec elle, de lui présenter notre vision, notre mission, nos objectifs, les différents projets que nous avons en portefeuille et de recevoir aussi d'elle les conseils et l'engagement de l'autorité par rapport à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, en tant que centre incubateur, bien entendu, nous nous positionnons comme un acteur clé qui entend participer à la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger et pour cela, nous le déployons. 2M Invest intervient aujourd'hui dans les 8 régions du Niger à travers 62 bureaux ou centres incubateurs, en même temps des centres numériques qui servent aussi d'espace pour l'incubation entrepreneuriale. Nous intervenons dans plus de 120 communes au Niger et on a un staff de plus de 300 agents et employés avec lesquels nous déployons notre stratégie d'accompagnement entrepreneurial, aussi bien pour la promotion de l'entrepreneuriat que pour la promotion de l'inclusion financière et numérique. Notons que la ministre Salamatou Gourouza a mis au profit cette visite pour constater de visu les transformations faites par des femmes entrepreneurs et s'enquérir des difficultés que rencontrent ces dernières malgré l'accompagnement de 2M Invest SA dont elles bénéficient. L'Académie des arts martiaux de Niamey a abrité hier le championnat de boxe initié par un compatriote. Plusieurs boxeurs des pays de l'Afrique de l'Ouest ont participé à ce gala. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni. Des combats de bonne facture. Voilà à quoi a assisté le public à ce gala de boxe. Les boxeurs de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest ont participé à ce championnat WBMC initié par ce entraîneur et promoteur de boxe nigérien. J'ai initié cette compétition pour faire bouger les boxeurs nigériens parce que ça ne sert à rien de rester longtemps sans bouger. Et quand on s'entraîne, on doit se mesurer. Et tant qu'on ne se mesure pas, on ne sait pas qui on est et de quoi on est capable. Raison pour laquelle j'ai organisé cette deuxième gala, parce que j'ai fait une première et ça c'est la deuxième. Et ce n'est pas la fin, Inch'Allah. Avec la volonté, on va y arriver à faire d'autres aussi, à faire travailler nos boxeurs nigériens. Ce gala a été organisé grâce au ministre de la Jeunesse et des Sports qui nous ont appuyés matériellement. Et je pense que nos boxeurs ont pris acte de ce qui s'est passé dans les compétitions et ils vont encore se faire grandir dans l'avenir. Le Niger nous a tout donné. Maintenant, c'est à notre tour de tout donner au Niger. En dehors de 2 combats mi-professionnels, il y a eu également 3 combats professionnels qui ont opposé Raymond Sanou du Burkina Faso à Abdul Razak Issa du Niger, Kone Yaye de la Côte d'Ivoire à Omar Adamou du Niger et Moussa Sahabi du Niger contre Walimo Omar du Ghana. Parmi tous les Nigériens, seul Moussa Sahabi a sorti son épingle du jeu en remportant une ceinture.
suis très content pour la victoire. Et d'un côté aussi c'est négatif, bon je dis rien, c'est ça le jeu, mais Dieu merci. De toutes les façons, c'est ça le jeu. Quand on dit quelque chose de jeu, il y aura un perdant et il y aura un gagnant. Et c'est ça qui fait la vie. C'est le travail paye. C'est le travail paye. Parce que moi j'ai travaillé pour avoir victoire à chaque fois. Et mon rêve, c'est pas ici, mon rêve c'est le Jeux Olympiques Paris 2024. Si tu vois, je viens juste de rentrer au centre. Je viens du centre du Rouen, Sergiès. Vraiment, je suis très content et très heureux parce que le travail que je fais là-bas, ça a payé aussi. Rien n'est plus bon qu'aujourd'hui, tu montes sur le ring et tu sors vainqueur. À travers cette victoire, Moussa Sahabi remporte ainsi sa 6e ceinture. Passionné de cette discipline sportive, le promoteur compte organiser d'autres galas au bénéfice des boxeurs. Dans le cadre des préparatifs de compétition de judo, notre journaliste Razak Léo a tendu son micro à l'entraîneur senior de judo Alassane Djibou. Voici ce qu'il en pense. On est en train de se préparer pour l'African Cup couplé avec l'Open de Niamey. Donc l'African Cup c'est un tournoi, c'est une coupe d'Afrique à des juniors couplé avec l'Open Senior. L'année passée, on avait organisé ça en cadet et en junior. Mais cette année, c'est en cadet, junior et puis senior comme dans tous les pays. Ça fait 1 mois et demi qu'on est en préparation. Là, on est dans la phase finale. Il y en a déjà qui sont à l'Open d'Abidjan pour le même tournoi, l'African Cup couplé avec l'Open. Là, on est dans la phase finale. On a fini le grand travail, là on est en train de faire le maintien seulement pour attendre la semaine prochaine. Et pour ceux qui étaient à Abidjan déjà, je vais profiter pour dire qu'il y a 2 cadets qui étaient passés ce matin. Il y a un qui fait médaille d'or et l'autre qui fait médaille d'argent. C'est des compétitions par catégorie en cadet, en junior et en senior. Et ça va dans le cadre de la qualification des Jeux Olympiques de Paris. On va présenter en homme et en femme, en cadet, junior et puis senior. Vous savez, au Niger, on rencontre tout plein de difficultés, mais ça fait 1 mois et demi qu'on s'entraîne, ça va, on tient. Nous souhaiterons à ce que les gens se viennent le jour J pour venir vraiment supporter les judokas. Ça va se faire au palais du 29 juillet, du 22 au 25. Donc le 22, ça serait les cadets, le 23, ça serait junior, 24, 25, ça serait senior. La seule chose que j'ai à dire, c'est que je souhaite bonne chance aux athlètes qui se préparent, qui mouillent leur kimono. Et je souhaiterais à ceux qui fassent de bons résultats le jour J. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.